La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernière chronique santé naturelle de la saison. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons sélectionné pour vous des rediffusions de l'émission de la Panacée à écouter tout l'été. Aujourd'hui, je serai avec Fab pour animer cette émission consacrée aux liens fascinants entre le corps, les émotions et notre fonctionnement intérieur. Bonjour Fab. Bonjour Malika Cécile. On va aborder un sujet qui me passionne, la théorie des schémas. Alors vous connaissez peut-être cette sensation étrange de répéter toujours les mêmes situations, les mêmes boucles, toujours les mêmes conflits amoureux, le même type de rencontres, ou bien de ressentir la peur d'être rejeté ou l'impression de ne jamais être assez. Et même lorsque tout semble aller bien extérieurement, le corps, lui, continue de vivre dans l'alerte avec des signes caractéristiques de fatigue chronique, de troubles digestifs, d'états d'anxiété et d'hypervigilance, des compulsions, des difficultés à se détendre. Comme si quelque chose profondément inscrit en nous continuait de piloter nos réactions. C'est précisément ce que décrit la théorie des schémas développée par le psychologue Jeffrey Young. Dans cette émission, nous allons explorer ensemble ce qu'est un schéma psychologique et surtout comment commencer à s'en libérer avec des outils à la fois psychologiques, corporels et naturopathiques. Installez-vous confortablement et peut-être qu'au fil de cette émission, certaines pièces du puzzle de votre vie vont commencer à s'assembler. Bonjour Malika Cécile, tu es naturopathe, biologiste et chroniqueuse pour Radio Escapade. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu rappeler pour nos auditrices et auditeurs ce qu'est un schéma psychologique ? Alors, un schéma psychologique, c'est une sorte de programme émotionnel profond. C'est une croyance inconsciente sur soi, sur les autres et sur le monde. Les exemples les plus courants sont, par exemple, je ne mérite pas d'être aimé, ou je vais forcément être abandonné, ou bien je dois être parfait pour être accepté, ou les autres vont forcément me blesser. Voilà, ces schémas ne sont pas des idées rationnelles, elles sont émotionnelles. Et ces schémas se sont construits très tôt, souvent dans l'enfance. Et un enfant qui grandit par exemple dans un climat d'insécurité ou de critique permanente, de rejet, d'humiliation ou dans des situations imprévisibles, il va développer des stratégies de survie. Lise Bourbeau, qui est assez connue pour son livre sur les 5 blessures, développe ce concept. Et en fait, le cerveau, il apprend que par exemple, pour être aimé, je dois me taire. Pour éviter le conflit, je dois m'effacer. Pour ne pas être rejeté, je dois être parfait, etc., etc. Le cerveau apprend avec la répétition et ces stratégies deviennent au fil du temps automatiques. Le problème, c'est qu'une fois adulte, on continue souvent à vivre comme si ce danger d'autrefois était encore présent. Que se passe-t-il dans le cerveau adulte ? Eh bien, quand un schéma est activé, le cerveau va réagir comme face à une menace réelle. On va prendre un exemple. Imaginons une personne qui porte le schéma de l'abandon, développé dans la petite enfance parce qu'il y avait l'absence répétée de ses parents. Cette personne envoie un message, par exemple « Coucou mon chéri, tu me manques, hâte de te retrouver ce soir ». Son partenaire met plusieurs heures à répondre à un message qu'il a lu. Objectivement, ce n'est peut-être rien, mais intérieurement, le cerveau émotionnel peut s'emballer. L'amygdale, donc c'est pas ce qu'on a au fond de la gorge, c'est ce qu'il y a au niveau du cerveau. Donc cette amygdale-là, qui est le centre de détection du danger, va s'activer. Le système nerveux orthosympathique se met alors en marche. Le corps va libérer de l'adrénaline, puis du cortisol. Et là, toute la personne entre dans une réaction de survie. Le mental commence à produire des pensées automatiques. Il ne m'aime plus, je vais être quitté, je ne compte pas à ses yeux. Et à ce moment-là, la personne qui se sent abandonnée peut adopter différents comportements. Par exemple, envoyer plusieurs messages, ou au contraire se replier, ou bien devenir agressive, ou pleurer, ou chercher à contrôler avec qui tu es, où est-ce que tu es, etc. etc. Et en réalité,
Ce n'est pas seulement la situation présente qui fait réagir la personne qui n'a pas répondu au message, mais c'est tout le vécu de l'enfant blessé qui s'est senti abandonné dans notre exemple. Donc le cerveau, ne fait pas toujours la différence entre une menace émotionnelle ancienne et une situation actuelle. Peux-tu nous préciser ce qu'il se passe dans le corps physique également ? Alors, en naturopathie, nous savons à quel point les émotions chroniques impactent la physiologie et le fonctionnement de notre corps. Lorsqu'un schéma est activé régulièrement, le corps va vivre dans un état de stress répétitif. Le système nerveux autonome peut se dérégler. Certaines personnes restent constamment en hyperactivation avec des tensions musculaires, les mâchoires serrées, une respiration qui est très courte. Il peut y avoir des troubles digestifs, des palpitations, un sommeil qui est léger, pas du tout réparateur. Et en fait, avec le temps, il n'est pas surprenant de voir ces personnes basculer dans l'épuisement. Fatigue profonde, brouillard mental, perte d'entrain, sensation de vide, difficulté pour se concentrer. Le corps porte l'histoire émotionnelle. Un schéma d'insécurité peut maintenir une vigilance permanente dans l'idée de se protéger au cas où. Un schéma de perfectionnisme peut pousser au surmenage à vouloir absolument être irréprochable pour être aimé. Un schéma d'abandon peut créer une dépendance affective épuisante. Évidemment, biologiquement, cela finit par avoir des conséquences. Un taux de cortisol élevé de façon chronique va perturber le sommeil, le système immunitaire, la digestion, la régulation de la glycémie et du système hormonal. On observe souvent d'ailleurs un lien entre certaines blessures émotionnelles et des troubles fonctionnels du corps. Cela ne signifie pas que tout est psychologique, mais simplement que l'état émotionnel influence profondément la physiologie du corps. Le corps s'exprime. Quels sont les schémas les plus fréquents dans lesquels on pourrait se reconnaître ? Alors déjà, ces schémas ne naissent pas par hasard et sont généralement une adaptation à un environnement émotionnel particulier. L'enfant développe une manière de penser, de ressentir et de se protéger pour continuer à recevoir de l'amour, de l'attention et de la sécurité. Le problème, c'est que ces stratégies de survie deviennent ensuite des automatismes à l'âge adulte. On va prendre le schéma d'abandon qui est quand même assez courant et qui se développe souvent dans des contextes où l'enfant a vécu des séparations, des absences émotionnelles, des parents imprévisibles, des ruptures familiales ou un climat affectif instable. L'enfant apprend alors que les liens peuvent disparaître à tout moment. Et à l'âge adulte, cela peut créer une peur constante d'être quitté, oublié ou remplacé. Ces personnes deviennent parfois très anxieuses dans les relations. Le moindre éloignement peut être vécu comme une menace. Et dans le corps, cela entretient souvent une hypervigilance émotionnelle permanente. Il y a aussi le schéma du rejet qui est très courant et qui apparaît lorsqu'un enfant a grandi avec des critiques répétées. Du rejet affectif, des humiliations, des comparaisons ou la sensation de ne pas être accueilli tel qu'il est. Pourquoi tu n'es pas comme les autres ? T'as vu, ton camarade, lui, il est le premier de la classe, ce genre de choses. Et l'enfant finit par croire que quelque chose ne va pas chez lui, et à l'âge adulte, il peut garder l'impression profonde qu'il n'est pas digne d'être aimé pour ce qu'il est. Et ces personnes anticipent souvent le rejet avant même qu'il arrive. Elles peuvent éviter les relations pour se protéger ou au contraire rechercher constamment la validation. Le système nerveux reste souvent sur la défensive. Et il y a, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi, le schéma de perfectionnisme. Ce schéma se développe fréquemment dans des environnements où l'amour, la reconnaissance et la sécurité semblaient conditionnés à la réussite. Par exemple, des attentes très élevées en matière de scolarité ou de compétition sportive, des parents très exigeants avec peu de place pour l'erreur, une valorisation de la performance ou bien un climat où il fallait être sage, fort et irréprochable pour se sentir aimé. Donc l'enfant comprend que pour être aimé, il doit être parfait. Et à l'âge adulte, cela va créer souvent une pression intérieure permanente. On retrouve fréquemment chez ces personnes des tensions musculaires, de l'anxiété, des troubles du sommeil, du surmenage, des difficultés pour lâcher prise et la culpabilité de se reposer. Comment oses-tu te reposer alors que tu pourrais faire tellement de choses pour être meilleur ? Pourrais-tu nous parler du schéma d'assujettissement ? Oui, celui-là, il est un petit peu moins connu et il apparaît souvent lorsque l'enfant a grandi dans un environnement où ses besoins, ses émotions ou ses limites n'avaient pas beaucoup de place. Parfois, il a dû éviter les conflits
prendre soin émotionnellement des autres, calmer un parent, se suradapter ou apprendre que dire non, ça pouvait être dangereux. Et l'enfant comprend alors que pour garder le lien affectif, il doit s'effacer. À l'âge adulte, la personne s'oublie souvent pour éviter le conflit ou être acceptée. Elle dit oui alors qu'elle pense non, qu'elle aurait besoin de dire non. Et avec le temps, le corps peut développer de la fatigue émotionnelle et cumuler de la colère non exprimée. Et donc là, forcément, il y a diverses somatisations et des sensations d'étouffement intérieur. Et à quoi correspond le schéma de méfiance ? Alors ce schéma-là se construit fréquemment dans des contextes où l'enfant a vécu des trahisons, des violences, des manipulations, beaucoup d'insécurité. L'enfant apprend que les autres peuvent blesser, humilier, profiter. Et à l'âge adulte, cela peut donner une grande difficulté à faire confiance. La personne, elle analyse beaucoup, elle anticipe les dangers, elle garde ses distances, elle reste constamment sur ses gardes. Biologiquement, le système nerveux fonctionne dans un état d'alerte chronique avec un risque d'épuisement. Et qu'appelle-t-on le schéma de carence affective ? Alors le schéma de carence affective apparaît lorsque les besoins émotionnels profonds de l'enfant n'ont pas été suffisamment nourris. Parfois, les parents étaient présents matériellement, mais vraiment peu disponibles émotionnellement. L'enfant a manqué de tendresse, d'écoute profonde, réelle, de réconfort, de validation émotionnelle ou de sécurité affective. Et il grandit alors avec la sensation qu'il manque toujours quelque chose. À l'âge adulte, cela peut créer une grande solitude intérieure, une sorte de quête affective intense, des relations de dépendance ou une sensation chronique de vide. Le corps peut rester dans une recherche constante d'apaisement par différents moyens. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec le mantra Wayanti, interprété par Nirijan Kaur, et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'émission de la Panacée. Wayanti Karyanti Jagdut Pati Adketu Vaha Brahma De Tresha Guru Etwa He Guru Wayanti Karyanti Jagdut Pati Adketu Brahma De Tresha Guru
Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent sur Radio Escapade. Vous êtes dans l'émission La Panacée, une émission qui vous veut du bien. Aujourd'hui, avec Malika Cécile, nous développons la théorie des schémas. Chacune et chacun d'entre nous a pu développer dans l'enfance un schéma d'abandon, de rejet, de trahison ou d'humiliation. Les automatismes développés dans l'enfance nous ont été utiles à l'époque. L'idée, c'est de comprendre ce que l'on peut en faire à l'âge adulte. Malika Cécile, question à 10 000 €. Pourquoi répète-t-on toujours les mêmes scénarios ? C'est probablement l'un des aspects les plus troublants de la théorie des schémas. Nous aurions tendance à recréer inconsciemment ce qui nous a blessés dans l'enfance. Mais pourquoi ? Eh bien parce que le cerveau préfère le familier à l'inconnu, même lorsque le familier fait souffrir. Une personne ayant grandi avec un parent froid ou imprévisible pourrait être attirée par des partenaires émotionnellement indisponibles, non pas parce qu'elle aime souffrir, mais parce que son système nerveux reconnaît cette dynamique-là. Souvent, nous ne cherchons pas seulement l'amour. Inconsciemment, nous cherchons à réparer l'histoire ancienne. Tant que le schéma n'est pas conscientisé, désactivé, les mêmes scénarios reviennent, certes avec des personnes différentes, mais toujours avec la même douleur au fond. Comprendre ces blessures est important, mais cela ne suffit pas toujours, car les schémas vivent aussi dans le corps. Malika Cécile, tu nous as expliqué que le système nerveux garde la mémoire des expériences émotionnelles. Peux-tu développer ce point, s'il te plaît ? Oui. Alors, certaines personnes savent intellectuellement qu'elles sont en sécurité. Pourtant, leur corps continue à réagir comme si le danger était là. D'un point de vue biologique, cela s'explique par la façon dont le cerveau et le système nerveux enregistrent les expériences émotionnelles répétées. Quand un enfant grandit dans un environnement imprévisible, critique, froid ou insécurisant, son organisme apprend très tôt à détecter les signes de danger. Le cerveau développe des circuits de survie. L'amygdale cérébrale, qui joue un rôle majeur dans la détection des menaces, devient particulièrement réactive. Elle scanne en permanence l'environnement, le ton de la voix, les expressions du visage, les silences ou les changements de comportement. Le cerveau devient expert pour anticiper un danger émotionnel. Le problème, c'est qu'avec le temps, cette vigilance peut devenir automatique, même lorsqu'il n'y a pas de menace réelle. Le système nerveux autonome se maintient dans un fonctionnement de survie. Si mes souvenirs sont bons, le système nerveux autonome possède 2 grandes branches, n'est-ce pas ? Tes souvenirs sont bons. Il y a le système orthosympathique, que l'on va désigner par mode survie. C'est le système de l'action, de l'alerte et de la protection. Quand un schéma émotionnel est activé, le cerveau envoie un signal de danger. Le corps va sécréter de l'adrénaline dans un premier temps, puis du cortisol et de la noradrénaline. La même chose que si vous étiez pourchassé par un lion affamé, c'est la même chose, alors que vous avez peut-être juste reçu un email désagréable. Mais du coup, le rythme cardiaque augmente, la respiration devient plus rapide, les muscles se contractent, le sang quitte en partie la digestion pour aller vers les muscles. Bref, le corps se prépare biologiquement à combattre, fuir ou se protéger. Le corps se met dans tous ces états simplement, par exemple, parce que le partenaire n'a pas répondu à un message qu'il a lu, ou pour un regard froid, une critique, un silence ou une sensation de rejet. La réaction, elle est disproportionnée, car le corps réagit davantage aux souvenirs émotionnels qu'à la réalité objective de la situation présente. Et à force d'être sollicité, ce système nerveux peut s'épuiser et entraîner, comme on l'a déjà dit, de la fatigue chronique, des tensions musculaires, des troubles digestifs et du sommeil. Le cortisol élevé de façon répétée influence aussi l'hippocampe, une structure essentielle de la mémoire et de la régulation émotionnelle. Cela peut rendre certaines personnes plus sensibles au stress, plus réactives émotionnellement et beaucoup moins capables de retrouver un état de calme. L'autre branche du système nerveux autonome, c'est le système parasympathique, qu'on pourrait désigner par un retour à la sécurité. Donc, à l'inverse de l'orthosympathique, le parasympathique est un système de repos, de digestion, de réparation, de récupération. C'est lui qui permet de ralentir le rythme cardiaque, de digérer correctement, de produire un sommeil réparateur, de relâcher les muscles, de se sentir en sécurité. Le nerf vague, dont on entend souvent parler, joue un rôle central en reliant le cerveau,
le cœur, les poumons, les intestins et de nombreux autres organes. Lorsque nous nous sentons en sécurité, le nerf vague favorise un état d'apaisement. Certaines personnes ayant vécu des stress précoces importants vont avoir un système parasympathique beaucoup moins accessible et le corps va rester bloqué dans l'hypervigilance, voire dans un état d'effondrement. En dehors d'un accompagnement psychologique, que peut-on faire face à ses propres automatismes ? Alors déjà, améliorer son hygiène de vie, parce qu'un corps épuisé gère forcément moins bien les émotions. Alors on va rappeler quelques piliers de santé qui peuvent aider. Déjà, le sommeil. Un cerveau fatigué va amplifier les réactions émotionnelles. Donc le manque de sommeil augmente l'activité de l'amygdale et réduit les capacités de régulation émotionnelle. Donc ça, faut pas hésiter à se faire accompagner parce que effectivement, si on a déjà cumulé un certain nombre de traumas ou un passif assez chargé, on peut avoir besoin d'aide pour améliorer son sommeil, mais c'est vraiment un pilier. Là où on a un pouvoir d'action aussi, c'est sur les montagnes russes glycémiques. Donc ça veut dire une alimentation trop sucrée. Parce que là, ça va accentuer, on va dire, l'anxiété, l'irritabilité, l'hyperréactivité. Donc stabiliser l'alimentation va souvent aider à retrouver plus rapidement une sécurité intérieure. Il y a certaines plantes aussi qui peuvent soutenir le système nerveux, comme la mélisse, la passiflore, l'aubépine, mais toujours avec prudence et selon les besoins de chacun. Donc là encore, n'hésitez pas à vous faire conseiller. Le fait de respirer lentement va envoyer un message de sécurité au cerveau. C'est un outil extrêmement puissant que vous pouvez développer avec la pratique du yoga, de la cohérence cardiaque, etc. C'est quand même la respiration, c'est quand même ce qui fait le lien entre le système réflexe, vous réfléchissez pas, vous respirez, voilà, c'est comme les battements de votre cœur. Et en même temps, quelque chose de volontaire. Vous pouvez vous retenir de respirer, vous pouvez accélérer votre respiration. Et en fait, vous avez vraiment un levier d'action énorme sur ce système autonome grâce à la respiration. Donc quand vous ralentissez volontairement votre expiration, vous relâchez vos tensions. Ensuite, le fait de marcher, bouger, s'étirer, lâcher un peu les tensions musculaires, tout ça va permettre au corps de sortir de l'état d'alerte chronique. Et ensuite, c'est un long cheminement, prendre conscience de ses propres schémas avec douceur et indulgence envers soi-même, reconnaître nos réactions automatiques pour finalement créer de nouvelles réponses et de nouvelles expériences. Tout ça, ça se fait petit à petit. Et le cerveau apprend qu'une autre réalité est possible et peut créer de nouveaux chemins neuronaux. Chaque fois que nous posons une limite, chaque fois que nous choisissons une relation plus saine, que nous écoutons notre corps, que nous régulons notre système nerveux, accueillons nos émotions sans honte, nous commençons à sortir des anciens programmes. Et souvent, la première étape est de comprendre avec compassion pourquoi nous avons fonctionné ainsi pendant aussi longtemps. Un mot pour conclure cette émission ? La théorie des schémas nous rappelle une chose essentielle. Nos réactions ne viennent pas de nulle part. Derrière nos peurs, nos colères, nos dépendances, nos évitements ou notre perfectionnisme se cache souvent une tentative ancienne de protection. Le corps et le cerveau ont appris à survivre. Mais survivre, ce n'est pas vivre. Et lorsque nous commençons à observer nos schémas en conscience, nous pouvons peu à peu sortir des automatismes. Alors si vous vous êtes reconnu dans certains passages aujourd'hui, rappelez-vous qu'un schéma n'est pas une identité, mais une histoire, et votre histoire. Et elle continue de s'écrire. Voilà. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Avec Fab, nous vous souhaitons un bel été. Merci Malika Cécile, naturopathe et chroniqueuse pour Radio Escapade. À l'année prochaine. La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux.